Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dax Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut les techos. Et 3, 2, 1... Bonne année! Pire intro de tout l'univers, mais c'est pas grave. Moi, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes, que vous avez bien profité des proches et que vous êtes chaud bouillant pour démarrer cette nouvelle année en notre compagnie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année? Pas de bugs en prod, déjà. Un nouveau framework JS. On verra ça. Plein de Python. Pas trop d'incidents de cyber, parce que ça a été quand même pas mal dans les actus. Et puis surtout de vous éclater dans votre job, je pense, et de faire, si possible, les bons choix. Et en parlant de bons choix, on va parler de celui de l'hébergement. Transition sans transition. Ça fait des années que le cloud, il est présenté comme la solution miracle qui est simple, performante, flexible. Et les géants américains nous ont promis depuis des années monts et merveilles. Mais depuis un moment, je crois qu'on arrive un peu à un ras-le-bol qui est généralisé, et pas seulement à cause des factures qui sont démentielles, mais le service aussi se dégrade, et vient avec lui l'hyperdépendance qui fait vraiment de plus en plus peur, et on le voit avec les gens avec lesquels on discute. Et heureusement, dans ce contexte brumeux, une étoile brille, Kubernetes. Cet orchestrateur de conteneurs est probablement la meilleure manière de reprendre le contrôle sur votre site, de revenir à l'essentiel et de sortir de la dépendance du cloud. Alors pourquoi c'est une solution qui vaut le coup d'être étudiée et comment la mettre en place? On vous explique tout ça aujourd'hui avec les petits gars autour de la table. J'ai comme d'hab Philippe, le Java Man aigri. Camille, elle a fait l'intro, le développement, la conclusion. Ah ouais, wow. C'est la meilleure, la prise de partie dans l'intro déjà. On peut arrêter là. Le podcast est fini. Le ton est donné. Bon, Philippe, le Java Man aigri. Bonjour à tous. Jacques, le grand sage. Salut. Nathan, le monsieur propre du code. Hello. Loulou, alias Louis. Ou Louis, Salut. alias Loulou. Ouais. Salut tout le monde. Et Arthur, le JavaScript lover. Bonjour. On va Et Camille, démarrer. bien sûr, bon anniversaire quand même, Camille. Bon anniversaire, Faut pas Camille, t'oublier. Merci les gars. Après cette belle intro. Ouais, c'était il y a 3 semaines. Philippe, je te laisse démarrer. On fait comme d'hab, on pose les bases. On va peut-être revenir effectivement à l'hébergement pour démarrer. Donc l'hébergement dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est et de manière simple. On va poser les bases. Simple, classique. Alors, l'idée, c'est de l'hébergement, c'est comment on fait fonctionner une application en production. Donc, en gros, ça veut dire qu'une fois que vous avez écrit votre code et qu'il fait quelque chose, il faut bien le mettre quelque part pour qu'il soit exécuté sur une machine. En gros, l'hébergement, c'est ça. Et qu'il soit accessible à tous, parce que sur son poste de dev, ça compte pas. C'est vrai. Et c'est quoi les enjeux des entreprises par rapport justement à cet hébergement? Alors, l'enjeu principal de l'hébergement, enfin, je dirais qu'il y en a deux. Il y a un enjeu de disponibilité. Il faut que l'application, elle tourne, elle soit toujours disponible, elle fonctionne, des compagnies, elle soit capable d'encaisser la charge, tout ça. Et le deuxième enjeu, c'est la, entre guillemets, stabilité / sécurité, qui est un terme un peu flou, mais qui veut dire que, on se fasse pas hacker et que l'application, elle fonctionne 24/24, ou en tout cas, avec le temps d'indisponibilité qu'on s'autorise. Et le troisième enjeu, c'est le coût. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça va faire, je pense, une transition pour Camille. Je vais la chercher. Non, mais du coup, comment... je pense peut-être pour expliquer un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne l'hébergement, on peut peut-être repartir d'un petit point historique. C'est le moment historique. Allez, je vais vous faire un petit point historique. On va revenir au tout début. C'est assez simple, hein, l'hébergement, ça fonctionne sur un PC un petit peu comme entre guillemets votre ordinateur portable. Historiquement, on hébergeait directement ça sur des machines physiques, ce qu'on appelle des machines physiques. J'emploie volontairement ce terme parce que derrière, on va parler beaucoup de virtualisation. Donc en gros, ça veut dire quoi? Vous avez un programme qui s'exécute sur votre machine, qu'on rendait disponible à travers la carte réseau. En gros, globalement, c'était ça l'hébergement pendant de très nombreuses années. Ça a un défaut principal, c'est que si votre machine physique crash, le disque dur crash, le CPU crash, enfin n'importe quelle raison matérielle qui fait que ça crash, votre service était indisponible. Donc pour pallier à ces problèmes-là, on a inventé la virtualisation. La virtualisation, c'est un bien grand mot pour dire que globalement, votre système d'exploitation, il s'exécute à l'intérieur d'un conteneur qu'on appelle machine virtuelle, qui lui-même va passer à travers un hyperviseur qui va choisir une machine physique qui fonctionne. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous exécutez un programme, il s'exécute dans une machine où il a l'impression que c'est une machine physique, mais en fait, au moment où il s'exécute, l'hyperviseur va dire tac, tac, il va choisir une machine physique réelle, dans laquelle ça va vraiment fonctionner, et il va choisir la machine qui est généralement la plus disponible dans l'ensemble des machines qu'il a. Donc il a plein de machines physiques à sa disposition et il choisit un instant T là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment
presque à la seconde qui change de machine physique. C'est-à-dire qu'il peut changer une machine parce qu'il décide que celle-là, elle est morte ou compagnie. Et comme vous avez cette couche de virtualisation, si vous avez une machine physique qui meurt, c'est pas bien grave parce qu'automatiquement, la machine virtuelle va migrer vers une machine physique sur laquelle ça va s'exécuter. Donc ça, c'est un petit peu les années... alors les années grecques, c'est quoi 2010. 2010, ouais, 2010. C'est les belles années de VMware. Après, sur l'hébergement, c'est un moment aussi où on a décorrélé ce qui tournait de la capacité de calcul, de la capacité mémoire et du stockage. C'est un point qui est important parce qu'en fait, derrière et jusqu'aux années d'après, on va continuer cette séparation sur la partie stockage et calcul. Et en gros, la virtualisation arrive avec tout ce qu'a dit Greg, et c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, on va changer complètement de paradigme, de structure de matériel. C'est-à-dire qu'historiquement, dans une machine, vous avez votre CPU, vous avez votre RAM et vous avez votre disque dur. En gros, c'est ça une machine, si on le résume très grosse maille. Mais pour faire de la virtualisation, vous allez vite comprendre que le disque dur à l'intérieur de la machine, c'est très problématique, parce que si ça meurt, vous perdez les données qui sont dedans. Donc pour faire ça, en fait, on a quelque part virtualisé le disque dur, et on l'a virtualisé en le déplaçant de la machine dans laquelle il s'exécutait vers des emplacements réseau, et vous avez des disques durs qui sont montés en réseau. Ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez dans les salles serveurs telles que vous l'imaginez, dans les gros racks que vous voyez à la télé, vous avez des racks avec des machines qui ne font que du CPU et de la RAM, donc vraiment la partie, ce qu'on appelle compute aujourd'hui, et vous avez d'autres baies qui ne font que du disque dur. Donc des espèces de gros SAN, et entre les deux, vous avez du réseau. Et ce qui veut dire que quand vous avez une machine virtuelle qui veut accéder à ces données, en fait, elle n'accède pas à ces données comme vous à travers le disque dur en direct, elle va faire un accès réseau vers ces disques durs-là. Cette architecture, elle permet d'avoir 100% de disponibilité ou un disponibilité très très important, parce que du coup, on n'a plus ce problème de dépendance au matériel. Ça, c'était les années, les grandes années VMware. Donc, on a virtualisé tout ça. Mais en fait, quand on a virtualisé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ni plus ni moins pris votre machine et on a fait une couche d'abstraction avec la machine physique et du coup, ça fonctionne. C'est ça qu'on a fait. Après, est arrivé nos amis du cloud avec un paradigme qui est un peu différent, qui va se construire par-dessus la virtualisation, mais qui va essayer de construire des services de plus haut niveau qu'on va venir consommer. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez plus avoir une machine virtuelle directement. Pourquoi c'était compliqué d'avoir une machine virtuelle? C'est parce que vous aviez le système d'exploitation à maîtriser, vous avez les pages de sécurité, vous avez tout un tas de raisons qui font que avoir une machine virtuelle, c'est quand même assez compliqué. Donc, ils ont essayé de venir avec des services de plus haut niveau. On pourrait faire tous les modèles OSI et tout ça, mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est pas le sujet. On va avoir des services de plus haut niveau, on va utiliser une base de données as a service, et en fait, on n'utilisera que la partie base de données vue utilisateur, et puis le cloud provider se débrouille à faire ça. Donc, en gros, ce qui s'est passé dans les années depuis 2008, depuis que nos amis d'AWS sont arrivés, c'est qu'on a construit des services de encore plus haut niveau. Et le but de l'hébergement, c'était justement pour les gens comme nous qui font du développement, d'avoir le moins d'infrastructures à gérer et de transférer la responsabilité de plus en plus vers l'hébergeur. Sur la technologie, il n'y a pas eu de changement majeur. Il y a eu beaucoup de changements. Mais si on se place d'un point de vue macro, sur la virtualisation, on reste sur de la virtualisation. Par contre, on a un gros enrichissement en termes de services. C'est ça surtout qui a changé. Qui sont construits au-dessus de la virtualisation. C'est de la virtualisation de virtualisation, si on peut dire ça. Et donc ensuite, après ce chapitre virtualisation, est arrivé après tout ce qui est l'histoire autour de Docker, Kubernetes et tout ça. Ouais, alors ça c'est beaucoup plus récent dans l'histoire, et en gros l'idée c'est de dire, et avec Grégory on a vu vraiment la jeunesse de ce truc-là arriver, on se marrait pas mal, c'est que est venu Docker qui est en fait un autre mécanisme alors c'est pas un autre mécanisme de virtualisation, ce serait faux de dire ça, mais c'est ce qu'on appelle des micro-conteneurs, donc c'est des tout petits conteneurs dans lesquels vous venez mettre votre application et qui vont créer et qui vont s'exécuter au sein d'un Kubernetes, donc il faut imaginer comme une espèce de cluster de machines qui eux-mêmes s'exécutent à travers des machines virtuelles. Donc en gros, si je fais un schéma très simple, vous avez l'autre petite application qui tourne dans ce qu'on va appeler un pod et qui va s'exécuter au travers Kubernetes sur un ensemble de nodes qui sont peu ou prou des machines virtuelles qui vont, elles, s'exécuter dans un hyperviseur qui vont, elles, s'exécuter sur des machines physiques. C'était simple, ça? C'est pas évident de On faire mettra ça. des schémas dans la description. Non, parce qu'en gros, sur la différence entre les deux types de virtualisation, la première dont on a parlé, on virtualisait tout l'OS. Donc, dans une machine virtuelle, on installait tous les services, les applicatifs, on pouvait mettre la base de données avec, etc. On faisait plein de choses dedans. Dans la partie Docker, ce qui change, c'est qu'un conteneur Docker, il a un service. C'est-à-dire que soit c'est un proxy, soit c'est une base de données, soit c'est un service Java. Mais en fait, on va être au service unitaire. Pour moi, c'est ça qui change le plus, en fait, dans la vision de cette virtualisation-là. Par contre, chaque couche de virtualisation porte un OS.
à chaque fois, avec le poids d'un OS. Et on s'en rend bien compte quand c'est un OS Windows, on se dit, bon, l'OS est hyper conséquent. Quand c'est un OS Linux, c'est plus petit. On a créé des OS de plus en plus petits, de plus en plus light, justement, pour éviter d'empiler des poids énormes à chaque couche de virtualisation. Mais on porte quand même l'OS à chaque fois. Donc, ça veut dire que là, si on résume, on est à 3 OS sur 3 couches de virtualisation si on les empile. Aujourd'hui, on l'a dit en intro, tout ça, c'est géré par des hébergeurs. Enfin, en tout cas, en partie. Et aujourd'hui, c'est quoi le sujet autour des hébergeurs ? Alors, il y en a plein. Moi, je pense que le sujet principal, alors on pourrait citer la facturation, mais c'est un sujet un peu facile. Moi, je trouve le sujet principal, c'est la perte de contrôle totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où, parce qu'on utilise des services de plus en plus haut niveau et de plus en plus imbriqués, qu'on a la sensation de plus contrôler quoi que ce soit. Et quand on dit qu'on contrôle plus quoi que ce soit, c'est qu'en fait, on passe son temps à essayer de maintenir, en fait, on passe plus de temps à essayer de maintenir cette espèce d'énorme bouzou et d'interconnexion là-dessus. Et qu'on voit qu'en fait, ce qu'on nous avait promis, et c'est pour faire les promesses du cloud, de dire on va avoir une résilience à toute épreuve, elle est un peu faux. On a eu je sais pas combien d'outages ces 6 derniers mois, et on s'est aperçu que même nos amis d'AWS là-dessus, ils étaient extrêmement dépendants de data center à data center, et qu'en fait, il y en avait un qui toussait en Virginie du Nord et tout le monde s'effondrait, quoi. Donc je pense que le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout le contrôle de ce qu'on fait. On a un contrôle qui est très, très parcellaire. Et en plus, on a des factures de cloud qui deviennent strictement stratosphériques, sur lesquelles on ne maîtrise pas et qui ne sont pas prévisibles, quoi. Je ne sais pas si toi, Grégory, tu vois d'autres problèmes encore, mais moi, je pense que c'est les problèmes principaux. En fait, c'est des problèmes qui sont induits par le modèle. Ce qu'a promis Azure ou AWS ou Google à l'origine, c'est de se dire, on va vous aider sur votre infrastructure, on va manager des services pour vous, on va vous aider à optimiser vos coûts. Là, il y a eu un abus de langage parce qu'en fait, l'optimisation des coûts, elle n'est pas réelle, elle est faite par le fait de... Vous allez pouvoir éteindre les services que vous n'utilisez pas la nuit, et là, vous allez économiser. En réalité, si on prend sur un même temps de travail, on n'économise pas du tout, loin de là. Et ça, en fait, ça induit une surdépendance déjà à ses fournisseurs, parce que, effectivement, comme le disait Philippe, avant, on était dépendant de notre hébergeur qu'on avait pris nous, et puis on gérait toute la couche de virtualisation, enfin après la virtualisation. Là, eux, ils gèrent tout. C'est-à-dire qu'ils gèrent l'hébergement, la couche de virtualisation, le service managé, la partie logicielle qu'on va utiliser en tant que service. Et on nous avait dit, avec ça, vos équipes d'exploit, vous les dégagez, et puis on prend tout en charge. Vous allez payer un peu plus cher, mais par contre, du coup, vous allez économiser sur vos équipes. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est que les équipes d'exploit, elles sont toujours là. Elles sont voire même plus nombreuses parce qu'en fait, elles ont plus de services à gérer, et par l'overcomplexité de l'informatique aujourd'hui, on a besoin de plus de monde. Il faudrait faire les ratios, mais en fait, vous imaginez pas, je pense qu'on s'imagine pas quand on n'est pas de ce monde-là, le nombre de lignes de code qui existent, ne serait-ce que pour maintenir l'infrastructure dans un état cohérent, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé d'une infrastructure qui n'était pas en code à une infrastructure en code. Donc on a moi j'ai un problème avec YAML, mais peu importe. Mais je veux dire, vous avez des tonnes et des tonnes de descriptifs d'infrastructure, et sur des petits projets, il y a presque plus de code d'infrastructure que de code d'application, quoi. Donc ça devient un peu ridicule, quoi. Ça devient ridicule, mais en même temps, grâce à ça, on a pu rentrer dans l'ère de versionner notre infrastructure et de savoir l'historique de tout ce qui s'est passé. Ça a des inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages. Complètement. Je suis pas sûr que ce soit totalement corrélé au problème du cloud, pour le coup, parce que même sur la virtualisation, on avait commencé avec Ansible à faire de l'infrastructure as code. On sait que c'est hyper lourd, c'est complexe à mettre en place, c'est pénible à maintenir. D'ailleurs, au début, on hésitait à y aller, clairement. Ouais. Enfin, vu la complexité par rapport aux petits clients, le coût était quand même assez énorme de le faire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est devenu plus standard, donc quand même un peu plus facile à faire, un peu plus facile à mettre en place. Et comme le disait Louis, c'est une bonne pratique. C'est-à-dire que maintenant, en fait, si on se fait auditer et que l'infrastructure n'est pas gérée as code, la gestion de conf, elle est dure à comprendre, elle est dure à suivre, et c'est devenu vraiment une bonne pratique à faire. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qui a imputé aux fournisseurs cloud pour le coup, ce truc-là. Il y a quand même beaucoup de vendor locking. C'est-à-dire, il y a beaucoup de trucs, tu peux utiliser que leur API à eux. Évidemment. On est dépendant de toute manière en faisant ça. On a créé une dépendance aux fournisseurs cloud, et elle est certaine. Ce qui est drôle, c'est qu'on a créé des dépendances sur des technologies qui sont à la base open source. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui est assez rigolo. C'est-à-dire que tu peux plus utiliser une base de données Postgre, qui est une technologie full open source,
sans passer par l'interface qu'ils t'ont créée pour utiliser la base Postgre. Bah, tu peux le faire, mais tu vas la manager toi-même. Ouais, c'est ça. C'est le service en fait qui propose, et c'est pour ça qu'il y a eu des conflits, que ce soit avec Elasticsearch et avec Redis, parce qu'effectivement, c'est des technologies qui se sont appropriées et qu'ils ont revendues en participant plus ou moins au projet initial. Mais ils se sont fait quand même pas mal d'argent là-dessus, quoi. Je trouve qu'il y a un dernier point aussi dont on n'a pas parlé, c'est l'opacité. C'est qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils utilisent, mais aussi ce qu'ils font des données, parce qu'ils nous promettent des choses. Mais par exemple, pour tout ce qui est des transferts réseau, on ne sait pas si on veut promettre à un client que nos données elles restent en France parce qu'on l'a mis sur le data center à Paris. On n'est pas sûr et on ne peut pas prouver que les données elles vont pas partir aux États-Unis pour X ou Y raison. Et je pense dans un monde où aujourd'hui on a beaucoup des questions de souveraineté qui sont revenues sur le tapis avec tout ce qui se passe aux États-Unis, ça peut être un point aussi. Moi j'ai des clients des fois où je leur ai dit on part sur AWS parce qu'on a déjà la moitié de leur infra. Ils nous disent en fait nous on vend qu'on fait que du français à nos clients et ça me fait chier du coup de partir sur AWS. Et donc je pense qu'il y a aussi ce point. Et puis en plus je pense que alors en fait quand tu lis les petites docs d'AWS et compagnie, tu peux avoir les informations, mais c'est devenu tellement opaque que même nous qui sommes dedans toute la journée, on n'est même pas vraiment certain de ce qu'on fait. C'est rassurant ça, Philippe. Non mais en fait c'est parce que il y a tellement de services différents qu'ils ont tous eu des politiques différentes et compagnie. C'est très compliqué de savoir là-dessus, quoi. C'est presque impossible de savoir où est-ce que va exactement ton trafic. Je sais que Azure ils mettent en place une vente de pouvoir passer par leur tunnel trafic privé à eux, etc. Mais en fait tu n'es pas garanti à 100% de passer forcément par là et tu as du mal à le vérifier. C'est une question technique et une question juridique. Je sais que AWS promet un cloud souverain européen sur les prochaines années. On est quand même si techniquement tout est isolé, je ne sais pas comment c'est fait, je n'ai pas cherché les détails et de toute manière, ce n'est pas transparent du tout. Donc pour le moment, ce qui est publié, c'est assez difficile à comprendre. Juridiquement, on est quand même sur une boîte, même si elle travaille en Europe, qui est détenue par une boîte américaine. Donc, il faut se poser la question de, OK, techniquement, c'est peut-être séparé. À la limite, on s'en fout. Effectivement, si la Virginie du Nord, demain, tombe, peut-être que l'Europe sera indépendante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, juridiquement, si la boîte AWS américaine a envie d'aller taper les données de l'Europe, il n'y a que leur bon vouloir qui fait que ça nous sécurise, mais c'est tout, quoi. Et du coup, du côté de vos clients, justement, notamment des DSI qui ont quand même la responsabilité de se dire on va mettre tout notre parc informatique sur tel ou tel hébergeur, il se passe quoi dans leur tête là en ce moment ? Est-ce que c'est des choses dont vous discutez beaucoup avec ? Alors, c'est des choses... Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Et par contre, je pense que ils sont dans le même état que nous. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre exactement ce qui se passe, par où ça passe. Aujourd'hui, c'est le problème d'avoir éloigné l'infrastructure des entreprises, c'est que c'est très... Alors, pour le coup, il est virtuel pour eux. Ils ont du mal à maîtriser tout ça. Et il y a une sensation de perte qui est globale, qui est de perte de contrôle. Et donc, du coup, ils aimeraient bien reprendre le contrôle. Ils ne savent pas forcément comment faire. C'est peut-être la transition, d'ailleurs, avec... Oui, j'allais dire, ça fait une longue intro, juste pour introduire le vrai sujet. Et est-ce que Kubernetes pourrait être cette solution ? Alors... vous prêchez un convaincu. Donc voilà. Le discours va être orienté. Non, mais oui, il est complètement orienté. Il est complètement orienté parce que je trouve que c'est le bon niveau d'abstraction et c'est à mon avis la bonne manière d'utiliser les cloud providers parce que on va être clair, on va pas remettre des infrastructures chez nos clients, ça serait beaucoup trop compliqué. Oui, j'allais dire refaire chacun ses salles serveurs, ses machins. Non, c'est beau dans la théorie, mais dans la pratique, c'est pas du tout accessible. Par contre, c'est peut-être le bon niveau sur lequel s'arrêter quand on parle j'ai envie de dire d'infrastructures qu'on veut utiliser chez les hébergeurs. Pourquoi ? Parce que créer un cluster Kubernetes soi-même avec des machines, c'est pas évident. C'est pas facile de créer un data center qui soit fiable et résilient et tout ça. Par contre, l'avantage d'un Kubernetes, c'est qu'aujourd'hui, avec Kubernetes, vous pouvez faire tout ce que vous pouviez faire dans les autres services managés, vous pouvez directement le mettre dans votre Kubernetes. Et l'avantage de Kubernetes, c'est que c'est une technologie open source et standard, et donc du coup, l'effort de migration d'un cloud vers un autre, ou l'effort de monter en compétence de vos équipes, est plus limité. Ça ne veut pas dire que votre cluster, vous allez faire clic droit, save, et vous allez le loader sur un autre hébergeur. C'est pas ça, mais je veux dire, c'est quand même faisable, et beaucoup plus faisable que d'utiliser des services tout packagés, tout managés. On va dire que ça libère le fait d'être cloisonné avec un cloud provider. Ça enlève pas forcément les défauts du cloud provider. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours payer la ressource plus cher, sauf si on l'arrête. Et on a cette flexibilité avec Kubernetes de pouvoir arrêter des pods la nuit dont on ne sert pas, de pouvoir auto-scaler, etc. Ça n'empêche pas qu'on est avec un cloud qui est hébergé on ne sait pas où, donc qui n'est pas forcément souverain, comme le disait Arthur.
En fait, ça n'empêche pas non plus qu'on a cette couche d'abstraction qui est énorme parce que Qui est stratosphérique, ouais, on complètement. tape de la vertu, de la containerisation, on a la couche de management de cube qui vient en plus. Même un cube managé, aujourd'hui, donc ce que disait Philippe, c'est qu'on ne vous conseille pas de faire un cube vous-même sur vos machines et à configurer parce qu'il faut quand même avoir pas mal de compétences, il faut le maintenir à jour, mais même un cube managé vous rend interdépendant de vos cloud providers. Et s'il y a un incident chez Cloud Provider, votre cube, il se prend le même incident dans tous les cas. Alors, il sera peut-être moins impacté parce qu'il utilisera moins de services managés parce qu'on les a mis dans le cube. Concrètement, si les capacités de calcul sont impactées, derrière, votre cube est mort. Donc ça n'empêche pas ça et ça n'empêche pas ce surcoût-là, quoi. Et on ne garde pas le problème de switch provider. Je dis ça parce que j'ai vraiment cette sensation quand on part sur un service, quoi qu'il arrive, on va souscrire un service Kubernetes quand on va aller sur un provider. Le fait de switch sur un autre provider, souvent on a cette rétention client qui font que les confs ou ce genre de choses sont quand même différentes. Je vais m'expliquer. Si je fais mon infrastructure Kubernetes avec un Terraform, si je veux switch de provider, ça va quand même me demander beaucoup de charges. Ouais. sur le fait de switch. Ça va clairement te demander de la charge et ça serait mentir de dire que c'est transparent. Par contre, si tu construis une application sur Azure ou AWS en utilisant que des services managés, ça sera beaucoup plus dur que si tu as juste un Kubernetes. C'est ça le sujet. Tu auras toujours des adhérences et c'est pas le sujet de les gommer, mais c'est dire que c'est possible et c'est jouable. Là où c'est pas du tout possible de le faire, c'était un service managé ou alors à des coûts qui sont tellement stratosphériques qu'on le fait jamais, quoi. Et question un peu, je me mets du côté diable en mode je cherche la petite bête. Est-ce que la solution la plus simple, c'est pas d'avoir une VM, de faire ton dump d'image et de la remettre sur un autre provider? Alors, retourner à la VM, moi je le vivrais vraiment comme une régression. Pourquoi ? Parce que je veux dire, les cloud providers, ils apportent un niveau de sécurisation qui est difficile à atteindre pour une PME classique. Arriver avec un Docker, avec un Kubernetes, tu as déjà quand même tout un tas de sécurisation qui sont faits par l'hébergeur, de choses intéressantes. Et du coup, si tu voulais refaire la même chose avec des VM, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, moi, à mon avis, le bon niveau aujourd'hui pour une PME, c'est Kubernetes as a service. Et c'est pas la VM. Et aujourd'hui, Kubernetes, on l'utilise enfin, toutes les boîtes l'utilisent. En gros, celles qui font un peu d'informatique. Alors, je sais pas si toutes les boîtes Non. utilisent. Aujourd'hui, ça devient quand même de facto un standard. C'est-à-dire que. On en entend énormément. Enfin, je veux dire, S'il y a besoin d'un hyperviseur, on utilise Cube, mais Ouais. tout le monde n'utilise pas Cube. En fait, c'est quand même une grosse marche à passer. Hein. Enfin, Bah, je me pose la question, faut pas se mentir. j'allais dire, est-ce que philosophiquement, tu vois, même dans les équipes, est-ce que c'est un truc qui est accessible à n'importe qui ou est-ce que vraiment il faut que tu penses un peu le sujet pour non. comprendre Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est extraordinairement accessible, ramené à ce que ça fait. C'est-à-dire, par rapport à, tu vois, à voir enfin, tu vois, il n'y a pas d'alternative. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative pour faire la même chose. Simple. Bah, en fait, t'en as qui proposent moins de choses, mais qui te font quand même des alternatives. Hein. Et Tu surtout penses si à tu cherches Docker Swarm, par exemple. Ouais. Alors en fait, c'est beaucoup plus simple, tu as moins de fonctionnalités, mais tu peux orchestrer tes conteneurs, les déployer et tu es indépendant du cloud. En fait, tu le vois, hein, chez nos clients, il y a différentes étapes. Hein. Ils sont sur des VM. Après, ils commencent à s'intéresser à la partie dockerisation. Donc, ils disent, maintenant, on a nos Docker en dev. Au final, on aimerait bien les déployer tels quels en prod. Donc, ils vont commencer par les déployer avec du Docker Compose. Donc, c'est un peu manuel, machin, c'est dur à suivre, mais ça reste à leur hauteur. Parce qu'en fait, c'est juste une ligne de commande que tu lances qui te lance un démon sur ta machine. Franchement, tu n'as pas beaucoup de choses à changer dans l'infra. Et après, on passe sur la partie hyperviseur. Et en fonction des compétences des équipes, comme le disait Nathan, soit ils vont se dire, bon, on fait un gros step et on passe à Cube. Mais ça veut dire qu'on change énormément de choses, hein, parce on balance le concept de VM, on paramètre tout correctement. Donc, parfois, on se dirige vers un cloud provider pour ça, pour avoir un Cube managé. Ou alors, on se fait un Docker Swarm qu'on peut peut-être même installer on-prem et puis gérer un peu plus facilement qu'un Cube. Et c'est différentes étapes selon la maturité du client et puis sa capacité à changer et à faire changer ses équipes. Parce que je vois les équipes d'exploit qui gèrent des VM à la main, qui font qui suivent les métriques des VM. Alors, c'est basique, hein, c'est CPU, mémoire, etc. Quand tu leur dis, on va suivre les pods qui sont instanciés, la consommation des pods, etc., sur quel nœud, combien il y a de pods, comment ils sont répartis. Alors, je t'explique, tu as C'est des un autre vCPU délire. qui sont déjà des parties, des bouts de morceaux de vCPU qui sont des morceaux de vCPU. C'est ça. Non, mais on a, eux, ça leur fait peur. Oui, Parce que c'est des équipes qui sont en mais place ce que je veux dire, c'est depuis longtemps. que ce que tu dis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, tu dis Cube, ça reste la cible, mais après, c'est un chemin. C'est un Moi, c'est ça chemin, que j'entends dans ce que tu dis, tu vois. mais Est-ce c'est que la c'est le meilleure chemin pour cible tous d'exploitation. C'est Est-ce la que meilleure c'est- cible Ah, c'est- d'exploitation Est-ce des que c'est le conteneurs chemin Docker. pour tous Moi, je vois pas de cible d'exploitation, objectivement, autre aujourd'hui. Mais c'est pas. Enfin, pour moi, tu vas la mettre à des niveaux différents. En fait,
Cube, c'est vraiment un standard énorme tel que les cloud providers l'utilisent eux-mêmes. C'est-à-dire que les services qui permettent d'héberger des conteneurs sur les cloud providers ont un cube derrière, juste tu manages pas le cube. Et en fait, en fonction de ton besoin, si tu as juste besoin d'héberger un conteneur, tu le scales à 2, tu n'as pas d'auto-scaling, tu n'as pas ce genre de choses, ça sert à rien de s'embêter à prendre un cube énorme à côté. Alors, c'est là où moi, je serais pas raccord avec toi, parce qu'en fait, quand tu as une vision entreprise des choses, tu t'aperçois que déjà, il y a très rarement, mais je suis d'accord que c'est le cas, mais il y a très rarement de cas où tu n'as qu'une seule application hébergée. Et dès que tu as plus il est là, le delta. Il est important. Dès que tu as plus d'une application, en fait, tu as quasiment tout le temps intérêt à passer sur un cube. Je dis pas tout le temps, mais je veux dire, c'est vraiment le cas. Et du coup, c'est pour ça que dans l'idée d'une cible d'hébergement pour PME, c'est plutôt de se dire, j'ai mon Kubernetes qui fonctionne et qui est dispo, et du coup, après, je peux tout héberger ou héberger la très grande partie de ton système d'information. Ouais, mais en fait, c'est important ce que tu dis, c'est hyper important parce que quand on n'a qu'un seul conteneur à déployer, on va pas déployer un cube juste pour un conteneur parce que la charge qui est induite par la gestion d'un cluster cube, c'est pas anodin non plus. On parlait de surcharge sur la partie virtualisation. En fait, un cube, on va avoir des nodes qui vont tourner juste pour la gestion du cube. Donc, tu as un overload qui est énorme si tu parles d'un conteneur Docker. Donc, à partir du moment où tu vas avoir un petit bout du SI à héberger, une application avec des microservices un peu dans tous les sens, où là, ça va avoir un vrai sens de se dire je passe sur un cube parce que ça va me faciliter la tâche. Là, tu peux déclencher le truc de passer sur le cube. Mais avant, pour un conteneur, non, on va pas monter un cube pour un conteneur, tu vois. Et en fait, c'est là que la décision se prend de savoir qu'est-ce que tu vas héberger et qu'est-ce que tu projettes aussi, parce que ça peut être une roadmap. Pour le moment, on a 2 applis. On monte un cube pour 2 applis, c'est pas forcément rentable, mais par contre, on sait qu'on va en déployer de plus en plus, quoi. C'est vraiment le chemin à tracer sur qu'est-ce qu'on veut pour son SI. Parce que vraiment, pour une petite entreprise, nous, on leur fait le déploiement, on leur fait ça, ils ont une application. Je ne vois pas mettre un cube. Un jour, la presta, elle s'arrête. On leur dit, on vous fournit tout ce qu'on a fait. On ne va pas leur fournir un cube avec une application dessus qui vont refiler un autre presta. Enfin, ça me paraît être une complexité énorme pour juste déployer un conteneur alors qu'on peut juste le mettre sur un service. Pour moi, il y a un delta à trouver entre les deux. En effet, Cube, ça va répondre à plein de problématiques. C'est vraiment très bien, notamment sur l'indépendance par rapport au cloud provider qui est beaucoup plus faible. Mais le fait d'être dépendant d'un cloud provider pour un conteneur ou quelques petits conteneurs, la transition elle va pas être énorme d'un cloud provider à un autre. C'est dès qu'on va rentrer dans du service vraiment plus complexe, on va avoir des queues, on va devoir se connecter dessus, on va avoir toute la partie authentification. C'est des choses qui vont être beaucoup plus complexes et qui vont être intéressantes d'externaliser dans une couche beaucoup plus standard qu'on pourra plus facilement déplacer. Mais pour très peu de choses, vraiment, moi je ne vois pas déployer un cube pour ça. Ça me paraît être vraiment un mastodonte alors qu'on n'a pas forcément besoin. Et surtout, il y a vraiment l'accès à la donnée est quand même vachement différent. Je sais que des petits clients qui aimaient bien avoir des app services avec un service vraiment packagé complet, si tu le switches sur un cube, il va vraiment, s'il a une petite appétence technique, il aimait bien aller voir ses petits logs de son application, ce genre de choses. Et quand tu passes sur un cube, tout devient un peu compliqué à ce niveau-là. Et du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de clients. Enfin, il faut avoir une certaine taille et surtout une certaine compétence technique si tu veux être un peu autonome sur le truc, quoi. Ouais, mais c'est là que la décision se fait entre le service full managé et puis le cube où tu as beaucoup plus la main parce que, comme tu disais, sur un app services ou n'importe quel service qui va t'héberger juste un conteneur, tu vas avoir les logs qui vont sortir directement, ça va déjà être fait. Tu vas avoir un monitoring de base qui va être fait. Alors que sur un cube, si tu veux avoir ces choses-là, il va falloir que tu outilles le cube. Alors, ça se fait très bien. Il y a plein d'outils qui sont faits pour le faire, mais il faut le mettre en place, il faut le maintenir. Il faut être conscient que pour l'exploit, tu as une charge qui est supplémentaire. Donc, tout ça, ça se chiffre. Tu vois le coût humain sur la maintenabilité. Et en fonction de ça, on estime si, pour le moment, on déploie juste un conteneur dans un service qui va t'héberger un conteneur, qui unitairement va te coûter plus cher qu'un cube si tu comptes au conteneur et si tu oublies la partie surcharge de coût du cube. Mais qui sera plus facile à gérer. Et puis après, si on en a plus, qu'on estime qu'on va être plus rentable avec un cube, on fait un cube. Du coup, si on résume un peu, on se dit que... C'est la cible, mais c'est pas la solution à tout. C'est pas la solution à tout, ouais. Mais du coup, ça constitue quand même je pense notamment à ceux qui ont pas mal d'applications, tout ce qui est grosse PME, TI, etc., grand compte. Si beaucoup de monde passe sur du cube, danger imminent pour les clouds. Est-ce qu'ils vont... Non, parce que alors, danger imminent... dans le sens où tu peux partir plus facilement. Oui, après... Mais il parle de cloud en cloud. Il parle de cloud en cloud, donc il n'y a pas de danger imminent. Après, il y a un danger imminent. Et moi, je vois un autre intérêt qu'on n'a pas vraiment dit. Et pour le coup, c'est sur la partie facturation. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de services managés qui vous sont donnés par des cloud providers qui sont inaccessibles pour des questions de coût.
C'est-à-dire qu'en fait, je vous prenais un mécanisme de queuing, par exemple, ou vous les prenez un mécanisme d'Elasticsearch ou des trucs comme ça. Alors, la partie queuing, c'est pas la plus chère chez Cloud C'est pas Provider. Ouais, mais Par contre, la partie cache et Elasticsearch, ça, c'est un truc qui est en fait, très c'est cher. hors de prix, parce que leurs services managés sont hors de prix, parce que en fait, ils font des trucs qui sont répliqués partout, incroyables. Mais en fait, dans la majorité des applications, tu as besoin d'un petit mécanisme de queuing, ou tu as besoin d'un petit Elasticsearch dont tu t'en beurres, en fait. Et du coup, on peut pas les utiliser sur les cloud providers parce que trop cher pour des petites applications. Et du coup, on les remet dans le cube. Et là-dedans, je pense qu'effectivement, ils peuvent avoir une petite perte de facturation si jamais les gens se rendaient compte que ça fonctionne très bien dans un cube. Bah ça, quand même, ça demande une mise en place plus complexe que juste de s'abonner à un service. Et je pense que les entreprises qui prennent ce service-là, c'est qu'ils ont vraiment pas du tout d'appétence à le mettre sur un cube. Oui, à mais mon en fait, sens, hein. moi, je suis d'accord avec ce que tu dis 100%. Mais le truc, c'est que en fait, quand tu as 10 applications, tu as besoin de 10 systèmes de cache, tu t'aperçois qu'en fait, tu te le factures 10 fois. Un truc qui est très cher. Alors, quand tu as une grosse app, c'est pas trop gênant, mais quand tu as plein de petites apps, ce qui est souvent le cas dans un SI, en fait, tu as plutôt intérêt à te le remettre toi-même, quoi. Et ça, je trouve, c'est un peu une déception. Moi, je trouve que c'est personnellement une déception, c'est que dans le cloud, on m'avait vendu le fait que justement, j'allais plus avoir besoin à gérer ces trucs-là, et en fait, je me retrouve à les regérer parce que sinon, ça me coûte trop cher, quoi. Si on rentre un peu juste côté pratique, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se posent vraiment des questions sur le fait de passer à Kubernetes, est-ce qu'il y a des prérequis, ou en tout cas des conditions où vous avez un petit peu des conseils à leur donner sur par où commencer, par où prendre les choses? Moi, je pense que, et après je laisserai plutôt parler les amis du DevOps qui sont bien meilleurs que moi, mais je pense qu'il y a un niveau compétence réseau qui est important de maîtriser. C'est-à-dire que si vous comprenez rien au réseau, n'allez pas dans Cube parce que vous allez mourir. Donc je pense qu'il faut revoir ces basiques du réseau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais une fois que vous maîtrisez un minimum le réseau, vous pouvez aller vers le Cube. Sinon, je pense que c'est vraiment trop compliqué. Moi, je le vois plus sur la partie si on installe nous-mêmes un cube sur des VM. Là, je suis d'accord que la notion de réseau est énorme. Si on déploie simplement dessus, c'est beaucoup des règles logiques qu'on va appliquer et qui, en général, par défaut, je ne vais pas dire que tout est ouvert à l'intérieur du cube, mais quasiment. C'est que j'ai rarement eu besoin de me dire, heureusement que je lui connaissais un peu un réseau, parce que sinon, j'aurais pas réussi à le faire. C'est moins le sentiment que j'ai du fait que on passe principalement par des Kubernetes managés sur des cloud providers. Si on ouais, mais toi, ce que je veux dire, c'est que tu as tout de suite la notion de load balancing, tu as tout de suite la notion enfin, tu as des IP partout tout le temps, quoi. Oui, mais je sais pas, je sais pas que je vais pas dire que je ne prends pas en compte, mais c'est rarement là-dessus qu'il y a un problème. Mais après, c'est juste mon avis. Hein. Non, mais t'as le droit. Non, mais après, il y a aussi des compétences importantes sur la virtualisation, sur la dockerisation. Ces choses-là, il faut être quand même vachement à l'aise avec ces sujets. Et après, je pense que c'est vraiment de notre utilisation du cloud, comment elle est faite à date. Si aujourd'hui, on a 10 000 services et qu'on se rend compte qu'on est surfacturé, ça vaut le coup d'apporter une réflexion ou de demander à une société extérieure qui maîtrise encore plus le sujet, de regarder si c'est possible de passer sur un cube. Ouais, moi je rejoins un peu Louis là-dessus. Je pense que si on a assez peu de connaissances sur la partie cube, quand on est une entreprise qui veut se lancer dedans, faut pas partir tout seul dessus. Il faut aller voir quelqu'un qui va vous aider à mettre en place une première fois un cube pour voir comment c'est fait, voir comment sont faites les mises en place. Parce qu'il y a quand même des notions importantes de sécurité aussi à mettre en place au sein du cube. Et qu'il faut se faire accompagner. Et après, on est capable de reprendre la connaissance par rapport à ce qui a été fait, en ayant un exemple bien fait, bien structuré, de ne pas partir dans tous les sens. Après, sur la partie réseau, je suis un peu d'accord avec toi sur le fait qu'il faut quand même comprendre comment ça marche, comment les liens se font. Après, je pense qu'on sous-estime énormément la complexité réseau des services managés au sein d'un cloud provider. C'est-à-dire que quand on manage des services, qu'on les fait communiquer entre eux, il y a une compétence réseau à avoir pour savoir comment ça marche, qui est devenue énorme aussi. Alors en fait, je pense qu'elle a toujours existé, mais avant, il y avait une division avec le service infra et on la voyait moins. Avant, tout était dans une VM, donc on s'emmerdait pas trop. Ouais, c'est vrai. c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, utiliser un cloud provider, si vous maîtrisez pas le réseau, vous allez faire des très conneries, compliqué. quoi. Ouais. Sauf si vous laissez tout ouvert. Ah oui, c'est ça. Tu mets 0.0.0.0 et t'es serein sur à peu près tout. Si tout le monde peut quoi. accéder à votre infra, il n'y a pas de problème de réseau. Voilà. Ouais. Et puis l'app va rester à peu près ouverte pendant 2 heures avant de tomber. Et après, juste sur les prérequis, il y a quand même un prérequis pour les gens qui font du développement applicatif, c'est qu'il faut penser les applications stateless. C'est pas forcément vrai ce que je dis là, mais c'est quand même. Si on veut containeriser, il faut que ce soit stateless. Ouais, voilà. On puisse éteindre un pod et le rallumer. Ouais, c'est ça. Et en fait, la conception stateless ou la conception event driven ou tout ce que vous voulez, c'est quand même pas des choses qui sont
Alors, c'est natif, je pense, pour les nouveaux développeurs ou les nouvelles apps. C'est, je pense, beaucoup moins facile pour les gens qui viennent du monde du legacy, qui ont des grosses applications. Et la grosse marche à l'entrée de toutes ces technologies-là, c'est quand même de passer en serverless, en stateless, pardon. Et surtout pas en serverless. Oh, il a dit serverless. Ah, On y revient, finalement. j'ai envie de quitter ce podcast. On a C'est tous vrai reçu que- un coup de poignard dans le cœur, là. Mais c'est vrai que je pense que quand t'as fait que des développements en stateful, moi j'ai déjà parlé avec des gens qui avaient fait que du Java, ou c'était que du stateful. En fait, quand tu leur parles de stateless, t'as l'impression d'être un alien pour eux. Enfin, Ouais. ils comprennent pas la logique, comment c'est possible de pas avoir de session, comment tu retrouves tes données. Alors et que tout. quand tu développes qu'en stateless, tu comprends même pas le concept. Oui, c'est ça. Tu dis, mais d'avoir pourquoi une ça existe session. d'avoir une session, c'est juste un encombrement pour rien, quoi. Mais en dehors des sessions, dans la conception de l'application, je sais que moi, c'est un truc qui m'avait un peu étonné, c'est que, mais en fait, on se rend compte de manière logique, vu qu'on parallélise nos applications et on peut avoir 3 fois la même API qui est en parallèle. Si on a mis un WebSocket sur notre API et que du coup, on a 3 WebSockets qui se lancent en même temps, bah, en fait, ton client va se perdre sur avec qui communiquer. En fait, c'est de la logique, mais il faut vraiment avoir le concept en tête de comment ça fonctionne pour éviter ces petites bêtises ou des erreurs de conception à la base, quoi. Ah, ça pose des problèmes à plusieurs endroits qu'il faut voir. C'est quand on fait tourner plusieurs instances de la même application. Genre sur les crons, par exemple, ça pose problème parce qu'on va pas lancer 15 batchs en même temps parce qu'on a 15 pods qui tournent. Et après, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser. On n'y pense pas au départ, mais si on laisse l'appli tourner comme ça avec plusieurs fois la même instance, bah, on se plante parce qu'on a des trucs qui passent 4 fois, quoi. Et du coup, si on résume, on peut donner quoi comme conseil pour les gens qui se lancent vraiment dedans et qui se lancent dans la config? Est-ce qu'il y a genre 3-4 trucs auxquels il faut absolument penser? Ouais, il faut lire la doc. Non, mais pour de vrai, c'est Il y a des concepts hyper importants. Il y a des, faut pas non, rater. franchement, tu peux coder, tu peux développer sans lire la doc, parce que tu as des IDE qui t'aident et tout ça. Mais c'est pas une bonne pratique. Mais par contre, je veux dire, sur Cube, regarde-toi une vidéo d'1h30 sur les concepts de base, tout ça. Et après, seulement après, tu peux te lancer. C'est pas une technologie que enfin, je trouve pas, enfin, après, c'est pas une technologie que t'apprends sur le tas, quoi. Je pense qu'il faut quand même comprendre les concepts. Si t'as aucune notion, oui, mais si t'as un peu des notions d'hypervision, etc. Ouais. Après, le mieux, et si on se sent pas à l'aise non plus, c'est de s'entourer, quoi. Ouais. C'est de trouver les bonnes personnes et de partir avec eux. Ayez tous un Nathan avec vous. C'est très pratique. Parce apparemment, le réseau, c'est natif chez lui. C'est simple. Là, disons qu'il y a plein d'autres endroits où il y a des problèmes sur Kubernetes quand on config tout à la main, plus que le réseau. C'est pas ça qui m'a le plus frappé, moi. Il y a des choses où vous êtes viandé en montant votre premier Jamais, non. Alors nous, ça nous arrive jamais. Non. Non, question suivante. Ouais, moi, je me suis assez peu viandé sur Kubernetes au sens pur Kubernetes. Par contre, je me suis beaucoup viandé sur des applications, justement, comme disait Grégory, où en fait, parce que tu as plusieurs pods, tu as des batchs qui se déclenchent en asynchrone et que j'avais pas bien compris, enfin, qu'on voit pas bien. Et du coup, des fois, pour le débugage, ça peut être un peu touchy. Ouais, je suis d'accord. La partie debug, accéder aux logs dans les conteneurs, etc., c'est souvent la partie un peu pénible. Surtout que, en fait, se vautrer, tu te votes pas vraiment, tu fais pas un truc catastrophique, juste ton truc va pas se déployer, quoi. Mais arriver à choper le pod qui a voulu restart tout seul au bon moment pour choper les logs qui vient juste de te supprimer, des fois c'est un peu speed, quoi, pour arriver à diagnostiquer le problème. Et puis les logs sont pas toujours explicites dans Cube. C'est jamais le truc qui te dit exactement là où est le problème, quoi. En fait, il y a plein d'endroits où il faut regarder faut regarder des endroits différents pour avoir des infos qui sont différentes. Et ton conteneur qui marche pas, c'est des fois juste les logs du conteneur, des fois c'est les event cubes, des fois il faut aller au-dessus sur l'orchestrateur de pourquoi elle a pas réussi à mettre un node. C'est jamais facile de savoir pourquoi un conteneur se lance pas. Et tout ça, à la fin, tu te balades dans le truc d'Azure pour voir qu'en fait, tu avais atteint un quota, mais que tu n'avais pas d'erreur et qu'il t'avait pas dit que tu avais atteint un putain de quota. Vous devez en perdre du temps sur des conneries, là. C'est ça le métier. Après, franchement, une fois que ça tourne comme une horloge. Hein. Ce que je trouve Moi, dingue, j'allais dire euh, côté maintenance, c'est, enfin, une fois que tout est vraiment bien config, etc. Non, quand c'est bien ça roule. configuré, ça tourne tout seul et ça bouge pas. Tant que tu le bouges pas, il bouge pas. Ouais, et puis, non, mais c'est vrai que pour le coup, pour venir là-dedans, c'est une fois que tu as fait toute ton infrastructure as code, que tu as tes pipelines qui sont bien développés et compagnie, ok, tu as du temps de maintenance, mais ça tourne comme une horloge. Après, il faut quand même faire les montées de version de Cube. C'est comme tous les outils, il y a des versions, ça se met à jour. Il y a quand même des chantiers à faire sur la maintenance. Ouais. C'est douloureux. De ce que j'ai vu pour l'instant, ça va. Ah, moi, j'en ai eu une de douloureuse parce qu'ils avaient changé les formats de fichiers. Là. C'était plus du YAML. Si, c'était du YAML, mais dans un autre formalisme. Mais sinon, non, ça se passe bien quand même. Et juste pour résumer, pourquoi on conseillerait donc de passer à Kubernetes si c'est pas encore fait sur donc plutôt pour des de ce que j'en comprends plutôt pour des boîtes qui ont une petite maturité et surtout un SI avec plusieurs applications.
Moi, honnêtement, si vous avez plus de 2 applications, il faut passer là-dessus. C'est clairement la cible. Ah, c'est plus de 2 applications ou une application avec pas mal de complexité, c'est-à-dire une appli où il y a l'appli, le back, le front, un Elasticsearch, un mécanisme de cache, du queuing, enfin Quand tu utilises plein Kubernetes, t'es obligé de d'avoir. composants, plein de composants différents dans une appli. Effectivement, c'est plus simple parce qu'on gère tout en plus as code sur la partie déploiement. Donc ça rationalise un peu les choses et il n'y a pas une grosse surcomplexité à avoir un cube, sachant que déjà l'appli est complexe, quoi. Après, faut quand même, je pense, le rappeler. C'est quand même vraiment complexe, un cube. Il y a toutes les notions de fonctionnement, service, etc. Mais même dans ce qui va être la configuration, on va devoir configurer un ingress devant pour pouvoir router les différentes requêtes. Tu faisais pareil avec un Nginx avant. Oui, mais là, c'est pas pareil quand tu mets ton Nginx sur ton cube. Je suis d'accord C'est qu'avant, toujours tu le faisais ça, Nginx, mais mais t'as le cube. là, c'est pas pareil. Enfin, tu le gères pas de la même façon, parce qu'en plus, Nous, on faisait ça avec Greg. On faisait des espèces de clusters avec des VM sur VMware. Ça marchait pas si mal. Hein. Ça marchait pas si mal, mais on faisait même des clusters avant sur des bare metal. Enfin, Ouais. ça marchait Après, pas. ça se faisait ouais, hacker, ça quoi. marchait pas ouf. Mais Ça se faisait hacker souvent. ouais, c'était pas Sauf que vous terrible. êtes jamais content dans l'informatique. Quoi Il y a toujours des trucs qui vont pas. Et moi, c'était juste pour dire que c'est quand même vraiment compliqué. Et avant de le faire, faut bien se poser. Et là, le fait de se dire que ça permet aussi de se détacher du cloud provider, je vais pas dire que c'est plus ou moins vrai, mais ça donne ça apporte moins d'adhérence qu'un service managé plus complexe, typiquement RDS. Mais c'est quand même très lié. Hein. Tout ce qui va être stockage, ça va être les disques du cloud provider. Les VM, ça va être les VM du cloud provider. Tout ce qui va être load balancer, ça va être des load balancers du cloud provider. Si vous allez partir, vous allez quand même le faire un peu dans la douleur, quoi. Toutes les configs de votre cube, vous allez peut-être devoir les refaire parce que chacun les gère un peu différemment. Donc, faut pas se dire je passe sur Cube, comme ça je change de cloud provider toutes Si les tu années. fais un et je suis clic bien. droit save, Et il dit ça parce qu'il l'a fait pour plusieurs cloud providers. Hein. On va peut-être demander des fois de pouvoir remonter automatiquement un cube sur un autre cloud provider en cas de problème. Voilà. c'est une très bonne demande. On se demande qui l'a fait. Bon, merci en tout cas pour vos éclairages sur le sujet. Philippe, t'avais pas un coup de cœur à nous partager ? Vous voyez pas, mais sur la table, il a un super télé. Alors, Une horreur. Non, j'ai acheté un clavier pour iPhone. C'est une coque clavier. On revient dans les années 2000, quoi. Avant, on enlevait les claviers, maintenant, on les remet. Mais attends, est-ce qu'on pourrait faire un point d'historique sur tous les téléphones et les changements de téléphone C'est vrai de qu'avec Philippe ? Philippe, Moi, j'ai ah, tout mais mis. ça, Il est venu à... Ouais, c'est ça. Il y a toujours une nostalgie en fait. Ouais, j'ai toujours Il une essaye de- nostalgie. Ouais, tu sais, on veut revivre son adolescence. Hein, Ouais. c'est toujours le... Il y a des fois, c'est une erreur. Ouais, c'est souvent une erreur. Et du coup, j'ai acheté une coque clavier qui, honnêtement, redonne la sensation d'avoir un BlackBerry, ce qui était plutôt sympathique. Après, le problème, c'est que les téléphones ont un tel format aujourd'hui que vous rajoutez un clavier qui doit faire peut-être un quart de la taille du téléphone. Donc, ça vous fait des téléphones qui sont vraiment grands. Donc voilà, pour se donner une idée hein, quand même du téléphone, ça doit bien faire 20 bons centimètres de haut. Non. C'est une manette Ah, de si, Wii, ouais. ouais. C'est- Franchement, c'est une Non, manette en de fait, Wii, et en plus, le Avec pire, une c'est que Switch. c'est pas tellement à l'usage, c'est pas tellement la taille, je vais critiquer. C'est une parce pièce. que C'est pas la taille qui compte, c'est ça ? Merci Camille. je te laisse tes propos. C'est pas tellement la taille, c'est que le clavier est trop léger. Ouais, et puis on tape pas bien avec. Hein. En fait, il ça, est c'est petit pas mal. parce qu'un BlackBerry, c'était carré, Non, c'était c'est- plus non, large. c'était à peu près pareil. Ah, Mais c'est c'est comme pas il est plus léger que le téléphone qui est très dense, ça donne Ah, ça bascule en arrière. ouais, ça donne Ouais. un objet qui n'a pas une densité homogène. Ils auraient dû alourdir en fait le clavier, je pense, pour Ah, que. mais t'aurais eu un Puis- téléphone qui aurait doublé de poids, du coup. Oui, mais je pense que ça aurait été Non, plus- c'était pas nécessaire vraiment. Tu veux dire que ça n'a pas été fait pour ? Bizarre. Moi, ça me surprend quand même. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que je m'attendais vraiment à un clavier rétractable dans ta coque et que vraiment ce soit genre derrière, un add-on en devant. plus. Oui, mais tu sais, tu slides et tu puisses t'en servir. Ah non, là, c'est vraiment, lourd. Hein. J'espère qu'il y a une batterie complémentaire Alors, dedans. non C'est un seul- avant-bras, quoi. Ouais, le seul truc positif, c'est ça génère des conversations. C'est-à-dire que quand je le sors n'importe où, il y a un mec qui me dit c'est quoi Ah bah tu C'est m'étonnes. moche. Bah, on a essayé de miniaturiser les téléphones depuis à peu près 25 ans. Non, c'est fou. bah, C'est non, fou. ils Bah, ont alors, grossi depuis- alors depuis- là, depuis 15 ans, ils depuis grossissent. 15 ans, ils grossissent comme des pas possibles. Oui. Ouais, mais après, il y tu avait te une souviens pas une trend où ça redescendait. Tu sais, il y a une Ouais. époque où on avait les trucs qui faisaient 2 Excuse-moi, je vais être un peu vieux, mais on a tous commencé avec des Nokia 5110 ou 3310 où c'était des frigos. Mm. Et après, il y a eu le petit téléphone qu'il y avait dans Matrix. Je Ouais. sais pas si tu te souviens. Ah, ce bah, bien téléphone, sûr, je m'en souviens, et le 88, pliable. quelque chose, là, tout minuscule. Puis après, on a commencé à avoir des smartphones qui intégraient le clavier, donc forcément, Ouais. c'était plus grand. Là, tu as rajouté Un au clavier. smartphone un clavier. Oui, mais le problème, C'est c'est vrai qu'ils que ont, ça ils ont commence tous abandonné les formats de téléphone mini. Ils en font plus maintenant.
Même qu'ils vont faire un téléphone pliable, quelle abomination. Mais est-ce que c'est bien intégré au moins à iOS? Ah ouais, par contre, ça Est-ce fonctionne. que genre Ouais, ça fonctionne Il n'y a pas direct. de bug ou ça. Non, Ok. pour le coup, ça fonctionne. Juste, tu peux plus taper. Mais... Et tu peux plus charger ton téléphone. Je Donc, disais que je peux peut-être plus taper au clavier, mais je peux te taper avec. Il y a Ça un autre muscle port les USB pouces en plus, du coup, dessous. j'ai peur. T'as un autre port USB en dessous pour recharger. Oui, en fait, ça se téléphone. branche sur le port USB et ça te déporte ton port USB. Ouais, ça déporte. Ok. c'est un bon exemple de la virtualisation. C'est ça. Un peu plus lent. Bon, c'était bien ça comme le mot de la fin. Bon, bah merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à vous d'être venus donner vos avis. Et puis, bah, on espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour voir si Philippe a toujours son abomination sur son téléphone. Salut, salut. Salut.